pris un peu de temps pour faire diminuer ma pile à lire. Bon, oui, il y a déjà quelques temps, et je vous en parle en vidéo que maintenant. D'ailleurs, n'hésitez pas tout de suite à aller dans les commentaires pour me dire ce que vous lisez en ce moment et à me donner ton coup de cœur de ces derniers temps. Et même, amuse-toi à faire un classement des 3 titres que je t'ai présentés et qui te tentent le plus. Ça pourrait être marrant de voir les résultats. Au menu aujourd'hui, Deceased, The Unkillables, Catwoman, Under the Moon, The Savage Shore, Mr. and Mrs. X, Les Joies du Mariage, Luke Cage, Mafia Blues, Invisible Kingdom, Moonshine, tome 1 et tome 2, Wonder Woman, Legendary, Young Justice, tome 1 et Kingdom Come. Deceased, The Unkillables. Un virus issu de l'équation anti-vie, l'arme fatale de Darkseid, a contaminé l'humanité, la plongeant dans la folie cannibale. Les héros se retrouvent décontenancés et peinent à se réunir pour contrer cette épidémie. De leur côté, les supercriminels sont également dépassés et le jeu de la survie du plus fort commence au sein de cette communauté où tous les coups sont permis. Il y a quelques mois, j'avais découvert Deceased et pas mal apprécié, je te remets le lien vers l'épisode en question, et j'ai donc décidé de poursuivre l'aventure zombiesque de l'univers DC avec ce spin-off toujours écrit par Tom Taylor, ce qui est bien pour la continuité de l'œuvre. Cette fois, on va s'intéresser aux parias de ce monde, et donc principalement aux méchants. Et c'est très sympa de voir des interactions entre eux, surtout pour autre chose que se disputer sur qui va tuer leur adversaire qu'ils ont en commun. Par contre, il y a pas mal de morts un peu faciles qui semblent être juste là pour se débarrasser de certains personnages vite fait, et c'est parfois dommage. Comparé à Deceased, tout ceci n'est qu'une parenthèse dans l'histoire générale, mais c'est assez agréable pour en valoir la lecture. Et graphiquement, j'ai trouvé ça moyen, mais je pense que c'est plus une question de goût perso. Catwoman, Under the Moon. Si la vie a appris une chose à Selina, c'est qu'elle est bien plus forte qu'elle ne le pensait. Pendant près de 15 ans, elle a dû faire avec les choix amoureux de sa mère, tous plus désastreux les uns que les autres. Mais Darnell, le dernier beau-père en date, tient vraiment la palme d'or. Violent, misogyne, porté sur la bouteille, impossible pour elle de rester une seconde de plus sous le même toit que cet homme. Selina découvre cependant que vivre dans la rue est loin d'être plus facile. Entre bonnes et mauvaises rencontres, la jeune femme devra faire des choix, car si le confort est parfois tentant, est-elle vraiment prête à tout pour l'obtenir ? Faire partie d'un groupe implique-t-il nécessairement de perdre son indépendance ? Selina Kyle trouvera peut-être comment survivre au quotidien, mais trouvera-t-elle comment devenir quelqu'un de bien ? Ce titre Urban Link est une origin story sur Catwoman qui montre les déboires d'une Selina Kyle adolescente entre beau-père violent, vie dans la rue et cambriolage. En somme, la Cendrillon de Gotham. Et même si le tout est une ambiance très teen, on ne tombe pas pour autant dans les déboires du genre. Comme c'est un titre pour découvrir un univers, on n'évite pas la présence de Bruce Wayne, mais les autres personnages de Gotham ne sont pas du voyage et c'est toujours ça de prix. L'aventure est un peu convenue, mais c'est l'évolution psychologique du personnage qui est intéressante. On s'intéresse ici au mal-être de Selina, à ce qu'elle a vécu, à sa difficulté de faire confiance, et on n'oublie pas un peu de pédagogie en orientant à la fin les lecteurs qui auraient vécu des choses similaires vers des services d'aide et d'écoute. C'est tout con, mais c'est vraiment une chouette idée. J'ai beaucoup aimé l'aspect graphique qui se joue en noir et blanc et aussi en dégradé de bleu-violet qui donne une bonne ambiance nocturne. Le titre semble appeler à une suite, mais je ne sais pas si c'est vraiment à l'ordre du jour. The Savage Shore. Sur les rives de l'Indus, les jours sont brûlants et les nuits pleines de crocs. 1766, 2 siècles après l'arrivée des premiers navires européens sur les côtes de Malabar et l'implantation des colons à Calicut, la Compagnie des Indes cherche à protéger ses intérêts économiques sur la route de la soie. Un vampire embarque sur un bateau de la compagnie, dans l'espoir de redémarrer de zéro sur une nouvelle terre prometteuse. Mais il comprendra vite que les rives de l'Indus abritent des démons et des créatures légendaires bien plus anciennes et plus puissantes que lui. The Savage Shore, c'est déjà une couverture très efficace, qui donne envie de découvrir ce qui se passe derrière. Et une fois qu'on tourne les pages, on découvre une aventure dépaysante avec une Inde mystique. Le récit arrive à mélanger vampirisme et colonialisme dans une métaphore qui est très bien trouvée et tout en étant passionnant. J'ai eu un peu de mal au début avec la profusion des lieux, des personnages qu'on nous présente, mais on s'y fait au bout d'un moment. De même, on se demande pendant un moment qui vont être les personnages principaux avant de comprendre qu'il n'y en a vraiment qu'un. The Savage Shore, c'est un récit profond sur la violence, celle qui s'impose toujours, qui finit par créer de nouveaux monstres, qui eux-mêmes vont créer des monstres, et qui au final créent un cycle sans fin. J'ai beaucoup aimé les dessins de Sumit Komar, qui sont à tomber tellement ils sont beaux, et créent une véritable ambiance, montrant autant la beauté que la bestialité, tout en donnant un aspect un peu BD franco-belge. Mr. and Mrs. X, Les Joies du Mariage.
Maintenant que Gambit et Malicia sont mariés et femmes, plus rien ne pourrait se mettre entre eux ni entraver leur lune de miel. À moins que... pas facile en effet de conjuguer vie matrimoniale et vie de X-Men. Les deux mutants commencent à le comprendre lorsque leur est confié un mystérieux colis apparemment venu de l'autre bout de la galaxie. Voilà enfin mes retrouvailles avec l'un des couples les plus attachants des X-Men, juste après leur mariage. Et j'avoue que je n'attendais pas beaucoup de ce titre, mais c'est un plaisir de voir pas mal d'éléments de continuité pris en compte, comme le fameux paquet que doit protéger Malicia et Gambit. On suit une aventure légère à travers l'espace qui sert plus à faire évoluer le couple, lui permettre de se parler et de faire face à leurs problèmes ensemble. C'est un petit moment de fanservice pour les amateurs des X-Men, mais qui aura des répercussions même dans Dawn of X. Et puis pour une fois que Marvel fait évoluer une relation romantique pour pas revenir dessus au bout de 4 mois, espérons qu'elle dure plus longtemps que l'union de Storm et de Black Panther, hein. Et pour rien gâcher, les dessins mettent bien en valeur nos X-Men. Luke Cage, Mafia Blues. Luke Cage enquête sur le meurtre d'une jeune fille lorsqu'il est pris au milieu d'une guerre des gangs incendiaires. Avec Mafia Blues, on a un récit signé par deux grands maîtres des comics, Brian Azzarello et Richard Corben, qui nous offrent là une version mature de Luke Cage, l'opposant à la mafia. On retrouve Luke dans une histoire qui n'est pas si loin d'une poignée de dollars de Sergio Leone, avec le héros qui va de camp en camp en se jouant d'eux afin de gagner plus. Le souci, c'est qu'au final, c'est très convenu, il n'y a pas de vrai retournement de situation, ou quoi que ce soit, et que la fin est même un petit peu trop brutale. Ligne mature oblige, ce Luke Cage colle un peu moins bien avec celui qu'on retrouvera plus tard dans les Avengers, et au final, on se dit que ce titre aurait peut-être été plus une back issue d'une autre histoire. Par contre, c'est sympa de revoir un peu les origines du personnage et des ennemis classiques de Spider-Man. Invisible Kingdom. Vess est une jeune non-1, tout juste initiée et dévorée par une foi inébranlable dans l'enseignement de la renonciation. Pilote de fret aguerrie au service de la mégacorporation Lux, Grix est son antithèse. Elle trace sa route de planète en planète, épaulée par un équipage téméraire. Tout bascule quand Vess, récemment nommée scriptorienne et Grix plongée dans son inventaire, tombe sur une information explosive. Cette découverte fait planer un danger aussi grave qu'immédiat sur les deux femmes, une révélation qui menace de faire chanceler les fondations de leur univers. Invisible Kingdom, c'est un récit de SF opposant religion et consumérisme, et j'avoue qu'au début, c'est assez original. Et assez convenu par la suite, hélas. J'ai aussi eu la sensation qu'il y a un gros background de prévu, mais qu'on en a vu très peu pour le moment. Et c'est dur de retenir le nom de tout ce petit monde, de vraiment s'investir dans le titre qui semble en garder un peu trop sous la pédale. Du coup, je laisserai une chance au titre pour au moins un tome de plus. L'autre point avec lequel j'ai eu un petit peu de mal, c'est le dessin de Christian Ward qui sont inégaux. Surtout quand on voit les personnages de loin. L'action est parfois dure à suivre. Du coup, Invisible Kingdom c'est sympa, mais de là à lui donner un Eisner, bof. Espérons que la suite me fasse mentir. Moonshine, tome 1 et tome 2. 1929. Les États-Unis en pleine prohibition. Lou Pirlo, jeune torpedo à la solde de Joe the Boss Masseria, est envoyé en Virginie s'assurer de la collaboration d'Hiram Holt, l'un des meilleurs producteurs d'alcool de contrebande du pays. Une mission taillée sur mesure pour le jeune tueur à gages, un peu trop impatient de faire ses preuves car, à sous-estimer la famille Holt, Lou s'apprête à frayer avec plus fort et bien plus effrayant que lui. Avec Moonshine, j'ai fait une plongée dans la prohibition des années 30, en plein dans le combat pour le marché mafieux de l'alcool de contrebande. De quoi être dépaysé. On a le droit à un mélange des genres et ambiance, avec nos mafieux plongés en plein univers redneck et surnaturel. Mais ce comics, c'est surtout le retour du duo Azzarello et Russo qu'on avait pu découvrir sur 100 Bullets. Du coup, on retrouve bien le ton polar si caractéristique d'Azzarello qui prend un plaisir fou à écrire des mauvais garçons. Le scénariste reprend le style des romans stars de la même époque, et ça a ses avantages comme ses défauts, en se jouant de nous avec des mélanges de fausses pistes, de phases d'introspection et parfois un peu trop de texte. De son côté, Eduardo Risso livre des planches magnifiques, tantôt sanglantes, tantôt séduisantes, rien que pour ça, ça vaut le coup d'œil. Comme souvent avec ce duo, la lecture s'enchaîne bien et il est dur de poser son tome sans l'avoir complètement terminé. Wonder Woman Legendary. Née du désir profond de la reine Hippolyte d'avoir un enfant, Diana vit ses premières années entre quatre murs. Elle que l'effronterie et l'inépuisable curiosité poussent pourtant sans cesse vers le monde extérieur. Les obligations liées à son rang et la destinée que les Amazones ont semble-t-elle déjà tout tracée pour elle ne lui convient pas. Elle en est convaincue, son avenir est ailleurs et sa rencontre avec le pilote Steve Trevor ne fera que confirmer son ressenti. Car même le cœur de la légendaire Wonder Woman n'échappe pas à l'adage, il y a des raisons que la raison ignore et il est prêt à la mener jusqu'au bout du monde.
Cette histoire est une énième origin story de Wonder Woman qui revisite aussi bien la jeunesse de Diana sur l'île, sa rencontre avec Steve Trevor ou sa lutte lors de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un peu lassant car ça doit être la 3e ou 4e fois que je relis les origines de l'Amazone en 3 ou 4 ans. Si je mets ça de côté, l'histoire est très accessible pour un débutant, propose un vrai message progressiste et féministe et offre même un petit retournement de situation assez inattendu et assez agréable, comme la présence de différentes factions sur l'île où tout n'est pas forcément un paradis. Par contre, l'écriture de certains personnages sont un peu lourds à la longue, comme Etta Candy. Comme c'est un titre Urban Link, présentant l'univers DC, on ne coupe pas aux caméos en veux-tu en voilà, comme Perry White, Clark Kent ou même Alfred, mais ils ne servent vraiment à rien dans l'histoire. Graphiquement, c'est beau, avec une belle représentation du corps féminin dans sa diversité, avec même des corps moins sexualisés et moins caricaturaux. Beau boulot. Young Justice tome 1. Suite à l'invasion de Metropolis par les forces de la dimension magique de Gemworld, une nouvelle équipe de jeunes héros se constitue. Red Robin, Impulse, Wonder Girl, Jenny X et Teen Lantern forment le nouveau groupe Young Justice. Mais lorsque ces justiciers retrouvent Connor Kent, le clone des Superman, des souvenirs de vie et d'exploits passés leur reviennent en mémoire, et pour Young Justice, la véritable aventure commence. J'ai décidé de laisser sa chance à la nouvelle mouture de la Young Justice Made in Brian Bendis. Ça donne quoi? On retrouve pas mal d'anciens personnages qu'on n'a pas revus depuis un moment, certains personnages que je ne connaissais quasiment que par d'autres médias comme Superboy ou Impulse, et l'un des problèmes, c'est que Bendis les réintroduit très peu. Pareil pour les nouveaux comme Jenny X ou Teen Lantern. Et c'est normal car c'est une aventure qui va vite, un peu trop vite, sans laisser le temps de se familiariser avec tout le monde, et dont la confrontation finale est expédiée à la vitesse de la lumière. Du coup, beaucoup trop de choses sont forcées, mais dans l'ensemble, c'est sympa, mais c'est pas la série sur laquelle je vais me jeter en premier. Elle doit encore faire ses preuves. Oh, et t'as vu la couverture? Elle reprend un mème d'internet en inversé. Oh, c'est tellement drôle. Ah ok. C'est assez sympa graphiquement, même si c'est souvent incohérent, comme la frange d'améthyste, qui pousse et se recoupe à l'envie. Kingdom Come. Dans un futur possible, les super-héros d'antan ont été surclassés, puis remplacés par une nouvelle génération plus agressive, mais aussi plus amorale. Aussi, lorsque ces surhommes rayent accidentellement le Kansas de la carte des États-Unis, c'est au premier d'entre eux, Superman, de sortir de sa retraite et d'inculquer à cette nouvelle garde le goût de la vérité et de la justice. L'homme d'acier devra également combattre une association surprenante, celle de Lex Luthor, son pire ennemi, avec Batman, son ancien allié. Ça faisait un moment que je voulais lire Kingdom Come, et suite à ma relecture de Earthfix, j'ai décidé de sauter le pas pour comparer un peu le tout. Et avec ce titre, on se prend une claque visuelle avec les superbes peintures réalistes d'Alex Ross. On se surprend à reconnaître ça et là des visages d'artistes, d'acteurs, et à découvrir de nombreux easter eggs cachés. Point de vue histoire, on a une superbe évolution de l'univers DC, avec pas mal de réflexions profondes sur le rôle d'un héros, son devoir, la transmission aux générations futures, le tout accompagné de retournements de situation en veux-tu en voilà, avec un très bon rythme et qui rend compliqué le fait de stopper sa lecture. Mais le tout ne fait que 4 maxi épisodes, donc ça se lit quand même assez rapidement, sans être rushé pour autant, beau boulot. L'édition d'Urban est très jolie et remplie de bonus qui permettent d'en savoir plus sur la conception ou la signification de certaines choses. Et je peux vous dire que ça fait du bien de retomber sur un pur chef-d'œuvre qui donne du plaisir de A à Z. On vient de faire le tour de mes lectures VF du moment, et ça a même pas fait beaucoup bouger ma pile à lire. Et du coup, si tu ne devais retenir qu'un des comics, ça serait lequel? Est-ce que tu es d'accord avec moi sur mes avis? Je vous attends pour discuter comics dans les commentaires. On se retrouve très vite pour parler BD américaine, et d'ici là, amusez-vous bien, see ya!